Bonjour. Alors normalement, on devrait être en direct, mais je vois aucun commentaire. Donc maintenant, je voudrais surtout ne plus parler parce que je voudrais répondre aux questions, parce que logiquement, après avoir fait un discours de plus de 2 heures pour exposer toute la situation, et la mienne, et celle de la France, et la situation internationale, je pense que les gens qui ont vu la première vidéo ou cette vidéo doivent se rendre compte qu'effectivement, le monde entier tourne aujourd'hui autour des guerres, et à tous les niveaux et dans tous les pays. Il faut dépenser plus, il faut se réarmer, etc. Et le monde est parti dans cette voie. Et quand vous écoutez les analystes, qui sont souvent des anciens militaires américains ou iraniens, tous aboutissent toujours dans le même sens. Et donc pour des systèmes de guerre qui vont durer indéfiniment. Et ça fait partie, et c'est le plan de ce nouvel ordre mondial qui est mené, je pense que maintenant beaucoup de gens commencent à s'en rendre compte, qui est mené essentiellement par les banques. Alors, parmi les questions que je vois ici, David demande la fraude du non légal. Eh bien, cette fraude du non légal, elle est presque secondaire dans la situation actuelle, dans la mesure où le système lui-même a été reconnu en 2012 et depuis, ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a des gens qui ont effectivement, des juristes anglais en particulier, qui ont travaillé pour essayer de permettre aux gens de se sortir de leur système par l'OPPT, par l'UCC, l'OPPT. Et donc mais c'est un système qui n'est reconnu par personne. Et en fait, c'est le même problème de reconnaissance qu'on a avec la fraude du non légal, qu'on a avec le CNT, qu'on a globalement. Donc si les gens prennent conscience que le problème global, c'est celui du juste droit qui est nié, qui est refusé pour être remplacé par le droit barbare, c'est-à-dire la loi du plus fort, alors ça vous explique tout. Ça explique la fraude du non légal, ça explique pourquoi les flics et les gendarmes sont abattus au maximum pour en faire vraiment des soldats complètement inconséquents, sans aucune conscience, sans aucune morale, sans aucune notion des valeurs de la valeur la dignité humaine. Tout ce qui est gendarmes et policiers ont perdu toute notion de dignité humaine. Ils sont capables absolument de tout. Quand vous voyez que des simples flics, la dernière fois pour m'arrêter, mettent en joue, ils se mettent à 10 sur un mec tout seul, pour le mettre en joue, pour être prêt à tirer, et puis des petits signes entre eux qui indiquent non, il y a trop de monde autour, on peut pas l'abattre. Voilà, c'est le monde actuel. Et donc, des types parmi eux, il y avait sûrement 2-3 mecs qui étaient pas du tout dans l'esprit de me tirer dessus, mais qui l'auraient fait dès que le premier donnait le premier coup de feu, tous les autres tiraient après, parce qu'ils se sont mis à 10 pour me mettre en joue et ils étaient tous prêts à tirer. Il suffisait qu'il y en ait un qui donne le signal, et le lendemain, il y avait dans les journaux un dangereux terroriste a été abattu. Et le dangereux terroriste, c'est un mec qui sort les mains en l'air, qui est tout seul dans sa voiture, et qu'ils auraient pu arrêter 5 minutes avant, simplement, simplement en s'arrêtant et en allant directement me chercher. Alors que j'étais pas dans ma voiture, j'étais sorti un moment pour aller uriner, ils auraient pu très facilement venir me chercher à ce moment-là. Non, ils ont attendu que je remonte dans la voiture pour me bloquer spectaculairement sur la route et sortir et me mettre en joue devant tout le monde, etc. Bon, heureusement, il y avait du monde et donc ils m'ont pas tiré dessus. Mais après, j'ai été maltraité, comme on peut difficilement imaginer comment on peut traiter un homme de plus de 70 ans, le traînant par terre sur la route, en lui serrant les menottes pour qu'il puisse
avoir des marques au poignet pendant des semaines après. Enfin voilà, c'est de la maltraitance directe et volontaire. C'est-à-dire des mecs qui sont des psychopathes, qui sont excités par le fait qu'ils peuvent légalement faire du mal à quelqu'un. Et là, on les retrouve complètement. On trouve ce plaisir de faire du mal. Et ça, c'est le droit barbare pur, parfaitement exprimé par ces gens lorsqu'ils m'ont arrêté la dernière fois. Mais la fraude du non légal, elle existe bien, mais ça fait partie de toutes les fraudes qu'ont menées les États-Unis après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qu'ont mené les États-Unis contre tous les États. Il n'y a pas que la France, c'est vraiment le monde entier qui a été placé comme ça. Donc n'importe quel pays peut se mettre à établir un registre, donner un numéro pour chaque poste des institutions du pays et dire ce pays nous appartient. Non, on n'est pas américain, on est français. Et ceux qui prétendent que l'armée française travaille uniquement pour le profit des États-Unis se trompent. Il y a beaucoup de gens parmi tous ces militaires, parmi tous les soldats, qui sont parfaitement conscients de la fraude du non légal, qui savent que indirectement ça les fait travailler pour les États-Unis, mais qui se sentent français et qui voudraient, certains d'entre eux en tout cas, retrouver leur dignité de soldats français et ne pas être considérés comme. Mais bon, si eux-mêmes sont considérés comme de la merde par Macron, qui les envoie par quantité en Ukraine pour les faire abattre et puis qui ne rend même pas hommage une fois qu'ils reviennent dans les petites boîtes, bon, la dignité humaine est totalement oubliée. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions là-dessus. Ils veulent démolir l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Ça veut rien dire. Alors, j'ai noté dans les autres questions, parce qu'il y a quelques questions que je reçois par mail, et il y a des questions, il y en a une que j'avais notée, ça me fait plaisir en plus d'en parler, c'est Nathalie Yamb. La question était est-ce que je la connais ou est-ce qu'elle a participé à la première réunion en 2011? Non, en 2011, il y avait des gens, certains ont sûrement disparu aujourd'hui, il y avait un Palestinien, il y avait un ingénieur nucléaire d'Allemagne, il y avait des Roumains, il y avait des Argentins, un professeur d'université, mais en 2011, très peu, mais vraiment très peu, une infime minorité étaient informés du nouvel ordre mondial, des plans, etc. Les gens ne comprenaient même pas. Et regardez aujourd'hui la quantité de gens qui sont complètement effarés quand vous leur parlez des chemtrails, quand vous leur parlez des tentatives de génocide contre l'humanité, etc. Les gens ne s'éveillent pas, c'est très difficile. Et donc il y avait une personne, Nathalie Yomb, je l'ai connue en 2017, après son discours à Ouagadougou, et donc, j'ai été chercher une vidéo. Il y a une autre femme qui défend le mouvement noir. Elle appelle ça la grandeur noire. À mon avis, elle est un petit peu maladroite dans sa façon de le présenter. Mais j'ai sorti sa vidéo et du sujet parce que, hey, on a du boulot. Si tu me suis déjà depuis un moment, tu connais ma façon de travailler, tu sais que je procède dans l'ordre. Donc, même si tu penses connaître Nathalie Yomb, je vais te la présenter et toi-même, tu vas constater que, en fait, tu connaissais pas. Nathalie Yomb est l'enfant prodige d'une mère suisse et d'un père camerounais. Et ce qu'il faut bien retenir pour la suite, c'est que sa mère suisse s'est mariée à un Camerounais dans les années 60, les gars. C'est-à-dire qu'en 2025, le racisme est déjà flagrant et dangereux. Donc, imagine l'état d'esprit dans les années 60 en Suisse. Donc, elle a pris un risque énorme de devenir l'épouse de cet homme camerounais, risque d'être bannie de sa famille, risque d'être totalement marginalisée, voire même rejetée de sa société suisse. Faut s'imaginer le caractère de cette femme. Hey, vous croyez que Nathalie a pris son caractère d'où en fait? Donc cette femme suisse a eu le
Alors Nathalie Young, je l'ai connue donc à ce moment-là. Et puis, en fait, si on observe, il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment éveillés, particulièrement entre 2015 et 2020. Ça a été la période où il y a eu le plus de révélations. Et cette période-là, elle a été abordée par les gens qui maintenant ont disparu, beaucoup d'entre eux. Et de toute manière, parmi les méthodes par lesquelles ils ont disparu, donc il y a l'âge, des gens qui ont déjà un certain âge, mais il y a aussi des gens qui ont disparu parce qu'ils ont été ruinés, attaqués, détruits socialement. C'est le cas de Jan Burgermeister. Beaucoup de gens l'ont oublié aujourd'hui. Jan Burgermeister est une journaliste allemande qui était mondialement connue avant, qui passait dans des journaux comme Paris Match en France, euh, et qui a été la première à dénoncer la fausse épidémie H1N1 qu'avait lancé Sarkozy à l'époque. Et son alliance avec un groupe roumain avait mis en avant la réalité sur cette fausse épidémie, et c'est elle qui a dénoncé cette première épidémie de 2008, 2007-2008, qui était une fausse, soi-disant l'épidémie H1N1, histoire d'oiseaux, je sais plus quoi. Et donc, elle a été la première à alerter le monde là-dessus et en même temps à indiquer qu'elle avait complètement compris les principes de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial et qu'elle valorisait le danger à partir de là. Et c'est donc aussi à cette époque, quand j'ai sorti la démosophie, c'est un petit peu après, à cette époque, que Claire Sévrac a sorti son livre Le droit des peuples, ou les peuples, l'État contre les peuples, ou un nom comme ça. Et donc, qui elle aussi est disparue peu après par des maladies bizarres, les maladies qui tuent les gens subitement. Vous avez donc Jan Burgermeister, Claire Sévrac, Kémy Séba. Kémy Séba était extrêmement actif, c'est un Français d'origine burkinabé, je crois, en tous les cas africaine, et qui avait aussi commencé véritablement à écrire, à alerter sur Facebook, etc., et qui a rapidement disparu, et avec qui j'étais en contact à cette époque. Également quelqu'un de très important, parce que lui, il est toujours vivant, en tous les cas, il y a la plus grande chose que beaucoup d'autres, c'est Stan Mayo. Et Stan Mayo s'est fait connaître dès le début des années 2000 pour les enlèvements d'enfants et pour protéger les enfants contre la pédocriminalité. Et la pédocriminalité qui était en plein essor à ce moment-là a commencé à être freinée grâce à Stan Mayo, qui est un ancien gendarme et qui a dénoncé les agissements des gendarmes eux-mêmes et qui a en même temps informé le monde de cette pédocriminalité qui se développait à toute vitesse. Et malheureusement, il avait complètement raison. Et vous avez pu le voir avec toutes les affaires qui arrivent, avec tous ces réseaux qui sont cachés, avec ces procureurs qui ont essayé d'avertir et qui ont été immédiatement sanctionnés par le pouvoir. Et quand Macron est arrivé, là, c'est parce que beaucoup de gens sont restés sur l'idée qu'ils ont voté pour Macron. Mais parce qu'ils sont idiots, parce on les manipule facilement, parce qu'ils n'ont jamais voté pour Macron. Ils ont voté pour Brigitte Macron, c'est-à-dire un travelot. C'est ce travelot qu'ils ont mis en place. Un Macron, c'est le gamin que ce travelot a manipulé depuis le départ et qui est à peine conscient ni de ce qu'il dit ni rien. Il est manipulé de A à Z. Mais le vrai patron de la France, c'est ce mec qu'on appelle Brigitte Macron. Alors, travelot ou transsexuel, j'en sais rien. Là, j'ai pas été voir sous ses jupes. Mais manifestement, il y a beaucoup de gens qui sont morts d'avoir voulu dénoncer autour. Et là, il y a un crime extrêmement grave au niveau de la présidence française. Et les gens ne bougent pas suffisamment, malgré le travail de Xavier Poussard, qui fait un super travail, malgré le travail de Candice Owens. Et petit à petit, les choses arrivent au niveau juridique et au niveau national. Et en arrivant au niveau national, ça arrive au niveau international. Donc maintenant, c'est dans le monde entier que les gens rigolent des Macron.
mais on n'est pas encore arrivé au bout, malheureusement. Et ils sont toujours là et avec tous les pouvoirs. Je cherche des lunettes. Je sais pas où je les ai mises. Alors, j'essaie de lire un petit peu les trucs que j'avais notés. Donc, Nathalie Yamb, je l'ai surtout connue en 2018-2019. On était souvent en contact par les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un vraiment de haute qualité qui a pris un combat qui est logique pour elle. Euh, Premièrement l'Afrique, premièrement son monde, et ensuite le nouvel ordre mondial. Moi, je ne suis pas dans le même schéma, mais elle s'y inclut naturellement parce que tous les gens qui veulent du juste droit sont à l'opposé du monde actuel et du monde qui se prépare et qui va être terrible. Alors, David précise aujourd'hui le vote contre Fauci au Sénat américain. Bon, c'est intéressant, ça fait partie de ces infos du jour. Moi, je pense que si vous avez vu cette vidéo de 2h20, elle est excessivement longue. Mais si vous regardez cette vidéo, vous savez que ma finalité, c'est le monde entier, c'est l'espèce humaine. Et c'est l'espèce humaine elle-même que je crois aujourd'hui vraiment en danger. Donc, je laisse un peu la parole à Nathalie Yamb, ça vous fera voir surtout les méthodes employées par ces gens et comment ils arrivent à neutraliser ceux qui peuvent déranger. Et Nathalie Yamb dérange autant que moi. Caractère, non seulement d'épouser un Camerounais, mais de le suivre au Cameroun où elle ne connaissait personne, où elle n'avait jamais mis les pieds. Et ça fait donc plus de 40 ans que cette femme est installée au Cameroun avec son mari. Ça là, c'est pour poser le contexte dans lequel Nathalie s'est construite en termes de caractère, en termes de figure puissante. Donc Nathalie grandit dans des bas quartiers du Cameroun parce que ses parents n'ont pas d'argent. Son père est menuisier, sa maman est couturière. Ils avaient tellement pas d'argent que le jour où ils ont réussi à avoir une voiture, elle était trouée au sol. Donc quand il pleuvait et que la voiture passait dans des flaques, les jambes des enfants étaient totalement éclaboussées et trempées. Nathalie a été habituée à voir ses parents travailler dur pour remettre un travail de qualité à leurs clients. C'est cet exemple de discipline, de rigueur et d'intégrité qui a modelé l'enfance de Nathalie. Elle grandit au Cameroun. Elle fait partie des meilleures de la classe parce qu'elle a compris très tôt que ses parents n'ont pas de grands noms qui vont lui ouvrir des portes. Ses parents n'ont pas de grande fortune. Ses parents n'ont pas de grande position sociale. Donc, si elle veut s'en sortir là, c'est peut-être le diplôme qui va l'aider dans ça. Et effectivement, classe après classe, elle finit par décrocher tous les diplômes qu'elle souhaite jusqu'à devenir cadre dans des grandes firmes. Elle a d'ailleurs été directrice au sein de la multinationale MTN. Pour ceux qui ne connaissent pas MTN, c'est le plus grand opérateur téléphonique africain. Et cet opérateur a été créé par un Africain d'Afrique du Sud. Alors, si je laisse un petit peu dérouler cette vidéo concernant Nathalie Yamb, c'est parce que tout ce qu'elle dit est absolument exact. Je connais Nathalie Yamb et c'est quelqu'un de formidablement sincère, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de vrai. Et c'est pour ça que les gens vrais ont très peu de place sur les réseaux et on leur laisse pas beaucoup de possibilités de se développer. Et sa carrière ressemble à celle de mon père. Mon père était un petit Sicilien qui débarque de sa Sicile, qui subit la Seconde Guerre mondiale en étant planqué chez un cultivateur du centre de la France, qui en sort à 14 ans pour remonter à Paris décharger les cajots aux Halles et qui se retrouve à 20 ou 25 ans directeur dans une des plus grosses multinationales, la fameuse 3e Minnesota de France, et qui se retrouve là faire une carrière de toute une vie, mais toujours dans le cadre de cette époque. Et le cadre de cette époque, c'était un cadre où effectivement les gens de courageux, les gens qui comptaient pas leurs heures, les gens qui faisaient vraiment leur travail et qui voulaient la réussite de la boîte pour laquelle ils travaillaient, ces gens étaient véritablement valorisés.
lorsque mon père a quitté la troisième, donc malheureusement c'était dans les années 80 ou 90, la troisième l'a remercié de 30 ans, plus de 30 ans, de bons et loyaux services, en lui offrant une retraite extraordinaire, en lui offrant un cadeau fait par Troisième, qui était une boîte américaine pourtant, mais qui se comportait avec la plus grande dignité avec tous ses employés. Donc, Nathalie Yamb, semble-t-il, est passée par un schéma déjà similaire. Grâce à sa fonction de directrice, Nathalie a pu exercer au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans le cadre de certains événements, elle a également voyagé en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, etc. Donc premièrement, cette position chez MTN lui a permis d'avoir un regard d'ensemble sur les différents pays africains. Certes, elle a pu constater les différences de culture, de langue, de pratique, de mode de vie, mais elle a surtout observé les similitudes. Ce sont les mêmes problèmes provoqués par les mêmes causes. Deuxièmement, toujours grâce à son poste à MTN, elle a commencé à se faire un réseau de personnages, soit engagés, soit carrément politiques. Donc, orteil après orteil, elle a fini par mettre le pied entier. Elle est devenue très proche en termes de conseils géostratégiques de plusieurs présidents africains, notamment l'un de ceux que j'admire le plus, Jerry Rawlings, président du Ghana, figure proéminente du panafricanisme. Une femme qui grandit dans les bas quartiers du Cameroun, qui devient directrice et qui au final discute géostratégie avec des ténors politiques du panafricanisme, ce n'est pas n'importe qui. Juste si on arrêtait l'histoire là, son niveau dépassait le ciel déjà. Mais on continue l'histoire. Justement, pour reprendre sur Jerry Rawlings, lors d'un événement à Ouagadougou au Burkina Faso, Jerry Rawlings était invité à cet événement et tout à coup, de façon improvisée, il appelle Nathalie Yamb sur scène puisqu'elle l'accompagnait lors de ce voyage. Et comme il connaît la teneur et la profondeur de ses propos, puisqu'il discute avec elle très régulièrement, il lui confie le micro. Ce jour-là, à Ouagadougou, au Burkina Faso, en 2017, Nathalie Yamb se tient debout entre Jerry Rawlings, figure légendaire du Ghana, et Mamadou Koulibaly, leader supra-extra-intègre de Côte d'Ivoire. Et cette toute petite femme d'1,60 m à peine va soulever la foule comme aucun intervenant ne l'a fait sur la scène avant elle. Pour ce qui concerne ceux qui veulent continuer en 2017, à asservir, à piller, à voler, à violer l'héritage, le patrimoine, l'imaginaire de nos enfants, comme le disait Thomas Sankara, nous les chasserons. Non, mais Alors, il faut savoir que la franc-maçonnerie a été l'outil pour manipuler les dirigeants africains. Et donc, la France s'était fait une spécialité de tuer ou d'écarter de n'importe quelle manière les vrais dirigeants et de mettre à la tête du pays leurs complices. Et leurs complices qui souvent venaient de France. Et en les mettant à la tête de leur pays, à travers la franc-maçonnerie, ça leur permettait de piller le pays d'Afrique, mais vraiment un pillage. Et en même temps, le président du pays en question était considéré comme un grand personnage, etc., et pouvait venir à Paris chaque mois, littéralement, faire ses courses dans les plus grandes boutiques, etc. Il apportait des liasses, mais des valises entières de billets de banque qu'il apportait en commission aux politiciens qu'il avait placés là. Et c'était des liasses de billets comme vous n'imaginez pas, c'était des valises pleines. Et grâce aux opérations que la France menait là-bas. Et tout ce schéma est dévoilé par certains anciens agents secrets du service français, c'est dévoilé par certains politiciens qui ont écrit des livres qui sont au fond des boutiques. Quand ils se sont repentis. On trouve toutes ces informations. Le tout, c'est qu'elles sont dissimulées. C'est-à-dire que ce sont des livres qui sont cachés. Par exemple, les accords qui ont été faits pour mettre Giscard d'Estaing en scène en France et les échanges que lui a fait avec Bokassa.
Avant, il y a eu avec Idi Amin Dada. Euh, tout ça, ce sont les accords français qui mettent en place des personnages et qui se remplissent les poches au moment où ce personnage commence à les déranger. Le jour où Bokassa a commencé à penser au bien du peuple africain, bah ça y est, c'était fini. Ce jour-là, il a signé son arrêt de mort. Et donc Giscard d'Estaing est débarqué, a complètement pillé la caisse à diamants. Hein. C'était vraiment les coffres forts du palais présidentiel de Bokassa, dans lequel il y avait les diamants en quantité. Et Giscard d'Estaing, il est arrivé, il s'est servi. Il s'est servi sur les espèces, il s'est servi sur les lingots d'or et il s'est servi sur les diamants. Et c'est le moment où il a lancé un autre politicien aussi véreux, mais qu'il a pu lancer grâce à cet argent en lui donnant les clés du château de Bokassa en France, c'est Bernard Tapie, que beaucoup de gens ont adoré à l'époque, qui était le parfait larbin de Giscard d'Estaing et qui a profité au maximum de cette opération. Donc ça, c'est les opérations classiques. Et toute l'Afrique a été menée de cette façon. Pas seulement par les Français, par les Anglais, par les Espagnols, par les Portugais, etc. Et maintenant par les Américains. Et donc c'est le schéma permanent de l'Afrique. Alors que quand on étudie un peu l'histoire, on se rend compte que l'Afrique a été un continent qui a fourni exactement au même titre que la France, l'Europe, la Chine ou la Russie, l'Afrique a fourni des grands hommes dans tous les domaines. Par exemple, les droits de l'homme, on les retrouve au Mali au XIIe siècle. Et si vous recherchez, vous trouvez les origines de l'esclavage, vous retrouvez les fonctionnements et comment tous les peuples pensent toujours à piller l'autre. Et c'est au niveau individuel. Et c'est ce que je dénonce dans ce discours, comment chacun veut dominer l'autre et pour le dominer, on l'exploite. Donc on met un type à la tête d'une tribu africaine et on exige de lui que chaque année on viendra et on exige d'avoir 60 esclaves que tu fournis et qui doivent être en bonne santé, et ci et ça, pour qu'on puisse les emporter. Et ça, ce sont les marchés que les Arabes ont fait vis-à-vis de l'Afrique et par lesquels ils s'enrichissaient fabuleusement. Et ils ont donné l'exemple et le modèle de l'esclavage qui s'est développé à l'extrême ensuite avec les pays d'Europe, dont tous ont voulu profiter. De l'Italie à l'Espagne, en passant par la France, l'Allemagne, tout le monde a voulu en profiter. Pour que tu comprennes bien, quand elle arrive sur scène, qu'elle est appelée par Jerry Rawlings, personne ne la connaît. C'est sa première intervention publique. Elle n'a fait qu'être jusque-là une éminence grise, c'est-à-dire quelqu'un qui a des discussions informelles avec des grands personnages politiques ou avec des grands chefs d'entreprise, mais ça reste en off. Pour la première fois, elle expose son visage et sa voix à la vue de tous. La jeunesse burkinabé, la jeunesse d'Afrique a le devoir de refuser de traverser le désert, de monter dans des pirogues, d'aller mourir dans la Méditerranée à la recherche d'un Eldorado ailleurs. Donc ceux-là qui l'ont découvert que en 2019, 2 ans après, dans son discours de Sochi, en vérité, la première fois qu'elle a capté l'attention des foules africaines, c'est dans ce discours de Ouagadougou en 2017. Donc et à cette époque-là, Nathalie participait énormément sur Facebook avant d'être complètement censurée. Et c'était à cette époque-là aussi donc que j'ai fait sa connaissance et qu'on échangeait beaucoup sur Facebook. Moi aussi, j'ai été censuré. Et ce qu'elle a vécu ensuite, c'est la technique habituelle. Elle le voit comme une technique contre elle parce que africaine, parce que défendant les pays d'Afrique, mais sans avoir étudié vraiment ce sujet. Et c'est pour ça qu'elle esquive le sujet de la franc-maçonnerie, qui est essentiel pour comprendre l'Afrique. L'Afrique est totalement une propriété de la franc-maçonnerie, globalement, toute l'Afrique. Et ça marche avec la franc-maçonnerie française, mais aussi avec les franc-maçonneries juives, arabes ou américaines. Et en ce moment, la guerre est en train de se dérouler en Afrique. Elle est en train de se dérouler. Et donc, on parle de la guerre Iran et USA, mais tout ça, ça fait partie
du schéma. Regardez ce qui se passe à Djibouti et vous allez comprendre assez facilement comment l'importance des zones de la mer Rouge et du Golfe Persique, et vous allez en comprendre toute l'importance à travers le fait que maintenant à Djibouti, vous avez aussi les Chinois et les Japonais. Et là, vous commencez à appréhender la puissance de la franc-maçonnerie dans le monde entier. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps de la baptiser par le vrai nom qu'elle mérite, la Dame de Ouaga? Parce que oui, son discours de 2019 à Sochi est mémorable et légendaire, mais ce n'était pas son premier. La seule différence, c'est que comme ça s'est passé dans un pays que l'Occident ne supporte pas, ça a été relayé de façon hystérique par les merdias menteurs, ce qui a valu finalement de la faire connaître, de la faire apprécier et de la faire adopter par nous, les populations africaines. Les peuples d'Afrique, et particulièrement la jeunesse, revendiquent leur droit à l'autodétermination. Nous voulons sortir du franc CFA, la conquête de notre souveraineté monétaire et capitale. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Et donc tout ça, c'est ce que je vous décris récemment dans une petite vidéo courte que j'ai faite, qui parle de comment tirer profit de la guerre. Et la guerre, c'est pas seulement les bombes. À chaque fois qu'on en lance sur quelqu'un, il faut en refabriquer une nouvelle. C'est pas seulement la maison qui a été détruite qu'il faudra reconstruire. C'est aussi tout autour, tout un schéma, toujours géré par les mêmes personnes qui ont tous les pouvoirs. Et avoir tous les pouvoirs, ça veut dire savoir faire taire des gens comme Nathalie, comme moi, et tout ce qui est arrivé à Nathalie et qui à moi m'est arrivé en France. C'est le même schéma. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant. Alors autant tu as peut-être entendu parler pour la première fois de Nathalie Ambre suite à son discours à Sochi en Russie en 2019, autant peut-être que tu n'as pas suivi les répercussions de ce discours dans sa vie personnelle. Compte sur moi pour tout expliquer aujourd'hui. Par contre, installe-toi bien et prends ton popcorn parce que c'est épique. Donc le jour où Nathalie Ambre sort sa biographie, fonce l'acheter parce que tu vas pas t'ennuyer. Donc on en est au discours de Sochi en Russie en 2019. Micron voit ça, il pète un câble. Il se dit mais attends, elle sort d'où celle-là? D'où une femme noire part s'asseoir en Russie pour défoncer notre réputation et dire les vérités qu'on essaie de cacher depuis longtemps avec des dossiers confidentiels par-ci par-là. D'où sort-elle avec une telle assurance, une telle arrogance? Je dois la détruire, cette insolente. Du coup, Micron décroche son téléphone et appelle qui on sait en Côte d'Ivoire. Parce qu'à ce moment-là, Nathalie Ambre ne vit plus au Cameroun. Elle ne vit pas non plus au Nigeria ou au Ghana où elle travaillait pour MTN. Elle a quitté son poste et son salaire de directrice pour se mettre à son compte avec son cabinet de conseil. Et elle a choisi d'installer ce cabinet dans le hub de l'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire. Du coup, Nathalie vit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années lorsqu'elle est invitée à Sochi pour faire son discours. C'est un aller-retour, hein. Elle va, elle fait son discours, elle revient. Il n'y a pas de réunion secrète dans des caves avec le KGB et je sais pas quoi. Elle revient chez elle. Micron pète un câble, appelle le président. Alors ça vous décrit la puissance de ces gens-là. Le fait qu'il faut très peu de temps. Il n'y a pas besoin de jugement, il n'y a pas besoin d'intervention judiciaire, il n'y a rien. Il y a qu'elle déplaît à Macron parce qu'elle dénonce les magouilles et elle incite les Africains globalement à protéger leur pays et leurs intérêts. Et le seul fait d'avoir dérangé le programme élyséen de la France, de Macron, pas des Français, le seul fait d'avoir dérangé, qui peut prendre un téléphone, avoir l'influence sur un président d'un autre pays pour lui dire fais ça, fais ci. Ça vous indique comment fonctionne la franc-maçonnerie à haut niveau. Et ce qui lui est arrivé est un parfait reflet de ce qui nous arrive à tous. Comment moi,
en arrivant en 2020 pour faire une conférence sur le mensonge du Covid, j'ai été immédiatement, ça a été un truc, un ramdam incroyable. Toute la France cherchait Éric Furil. J'arrivais d'Espagne pour faire cette conférence. Toutes les routes de France, tous les policiers et gendarmes cherchaient Éric Furil. Et dès que j'arrive proche de Paris, c'est pas une petite équipe. Pour moi, tout seul, ils sont arrivés à 25. Et 25 du style GIGN, RAID, etc., qui arrivent avec tous eux, qui me mettent la cagoule sur la tête pour qu'on me voit pas, etc., pour m'empêcher d'aller faire cette conférence en décembre 2020. Parce qu'il fallait surtout pas que quelqu'un risque de gêner l'opération Covid. Et donc, j'ai vécu ce qu'a vécu également Nathalie Yomb, à savoir arrestation brutale, immédiatement emprisonnement, et elle, ça a été déportation, mais du jour au lendemain, vous perdez tout. Et on vous saisit tous vos biens, on vous bloque totalement. Le Côte d'Ivoire et exige de faire expulser Nathalie Yomb comme si c'était une terroro. Donc le chien en laisse qui dirige la Côte d'Ivoire envoie ses milices attraper Nathalie Yomb dans la rue. Donc ils ont soulevé Nathalie comme ça sur le trottoir. Ils l'ont mis dans une voiture en lui disant « On vous emmène au commissariat ». Elle est emmenée dans un avion, les gars. Elle a juste ce qu'elle portait sur elle dans sa journée de travail et son sac à main. Et ces malpropres qui l'ont arrêtée sous les ordres du roi des malpropres ne l'envoie pas chez elle au Cameroun, où elle a grandi depuis toujours, où il y a ses deux parents, sa famille. Non, on l'envoie en Suisse, où elle n'a jamais vécu depuis l'âge de 8 ans. Elle n'a aucun repère en Suisse. Elle n'a pas de maison, elle n'a pas de vêtements. Alors, désolée, mais je vais insister lourdement pour que chacun d'entre nous prenne la mesure du traumatisme que représente ce kidnapping plus déportation. Donc, je vais te demander de te concentrer. Imagine, tu sors du travail pour rentrer chez toi. On t'attrape dans la rue sur le trottoir, là. Il y a je sais pas combien de types qui te mettent dans une voiture et qui te disent, on t'emmène au commissariat. Et tu vois qu'en fait, on t'emmène à l'aéroport. Tu ne sais pas pourquoi. Là, il y a toutes les idées qui te traversent l'esprit. Tu te dis, mais attends, j'ai rien fait, j'ai pas volé, j'ai pas détourné de fonds, je ne fais aucun trafic, je n'abrite aucun criminel. Et à l'aéroport, on te dit, vous entrez dans l'avion. Tu es habillé pour 34 degrés et tu vas arriver dans 8 degrés. Imagine-toi dans cette situation. Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu appelles quelqu'un? Si tu appelles quelqu'un, tu appelles qui? Si tu appelles cette personne, tu lui dis quoi? Parce qu'on t'a toujours pas expliqué pourquoi on te déporte. Eh bien, la seule chose que Nathalie Yomb a eu le droit de faire, c'est de passer un coup de fil et elle a choisi son fils. Parce que toute femme qui a ne serait-ce qu'un enfant, avant d'être militante, avant d'être directrice, avant d'être chef d'entreprise, nous sommes mamans. Donc, plutôt que d'appeler son avocat et de dire à son avocat de prévenir son fils, elle a préféré que son fils entende sa voix pour qu'il soit pleinement rassuré. Elle a pensé au bien-être de son fils. Son fils était déjà adulte, mais très jeune, en études. Donc, il ne vivait pas dans le même pays qu'elle et il entend des échos que sa maman a été arrêtée. Et Nathalie, elle sait que son fils va être dans tous ces états de panique et d'angoisse. Donc, elle appelle son fils. Elle le rassure. C'est la seule chose qu'elle a le temps de faire avant de rentrer dans l'avion. Donc, on reprend la mise en situation. Tu sais pas dans quelles conditions tu seras accueilli là où on t'envoie, en fait. Est-ce que c'est la police qui t'accueille? Est-ce que c'est la prison qui t'attend? Rien n'a été précisé. Et c'est ainsi qu'en 2019, Nathalie Yomb a subi un kidnapping et une déportation. Et c'est un kidnapping parce qu'elle n'a pas eu le choix de dire aux agents qui sont venus l'arrêter, je vais voir mon avocat, je viendrai à votre convocation après. Non. Elle a été arrachée à sa famille et à sa vie entière en 1 minute. C'est un kidnapping. Et ce sont des méthodes typiquement coloniales qui se répètent. En Guyane, nous avons des activistes qui ont subi ces kidnappings. Je t'invite à regarder ma vidéo avec le député Jean-Victor Castor où lui-même témoigne du kidnapping
et de la déportation qu'il a subie en 1996. Et lui, en plus d'être arraché à sa femme, à son enfant, à toute sa famille, à toute sa vie en Guyane, il a été déporté dans la cale d'un bateau. Je me ressaisis. Jean-Victor Castor, député guyanais, il ne l'était pas encore, mais quand bien même, a été déporté de la Guyane vers la Martinique dans une cale de bateau pendant plusieurs jours de traversée et ensuite directement envoyé en prison en Martinique. Va voir cette vidéo, je te la mets en lien. Ça te permettra de constater que les méthodes coloniales n'ont pas changé depuis que ces gens-là sont venus envahir l'Afrique. Ils nous ont déportés dans des cales de bateaux. Ils n'ont rien arrêté, ni leurs pratiques infâmes, ni leur persécution de nos activistes. La supériorité, l'arrogance des dirigeants occidentaux qui se croient supérieurs à tout le reste du monde, parce qu'ils traitent comme ça, un parce qu'il est noir, l'autre parce qu'il est arabe, l'autre parce qu'il est asiatique. Ils traitent n'importe qui comme ça parce que la race supérieure, c'est la race occidentale. Et donc, c'est cet état d'esprit qu'ils nous transmettent à travers l'école, à travers leurs mœurs, à travers, qui fait qu'on a autant de racisme aujourd'hui, qui fait qu'ils cherchent à le faire perdurer et que cet état d'esprit est toujours celui qui anime les dirigeants français. Et ça, il faut en être conscient. Un môme comme Macron, qui est un gamin qui arrive au pouvoir en France, on ne sait pas comment, enfin si, ben, moi je le sais, mais beaucoup de gens sans doute, on lui a mis ça dans la tête très jeune et donc il méprise autant toutes les races qui sont pas le blanc supérieur, etc. Et donc cet état d'esprit purement sabbatéen est très clairement dans l'esprit de tous les dirigeants occidentaux qui se considèrent toujours le dessus du panier, qui se considèrent comme l'élite. Et ils parlent d'eux-mêmes en parlant de l'élite. Quelle élite? Africanisme! Une femme qui grandit dans les bas quartiers du Cameroun, qui devient directrice et qui au final discute géostratégie avec des ténors politiques du panafricanisme, ce n'est pas n'importe qui. Juste si on arrêtait l'histoire là, son niveau dépassait le ciel déjà. Mais on continue l'histoire. Justement, pour reprendre sur Jerry Rawlings, lors d'un événement à Ouagadougou au Burkina Faso, Jerry Rawlings était invité à cet événement et tout à coup, de façon improvisée, il appelle la Côte d'Ivoire. Du coup, Nathalie vit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années lorsqu'elle est invitée à Sochi pour faire son discours. C'est un aller-retour, hein. Elle va, elle fait son discours, elle revient. On l'a arrêtée, je vais voir mon avocat, je viendrai à votre convocation après. Non. Elle a été arrachée à sa famille et à sa vie entière en une minute. De ces mesures. Et jusqu'à ce jour-là, 2025, Nathalie Young n'a pas pu remettre les pieds en Côte d'Ivoire, n'a pas pu récupérer ses affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, chez vous, vous avez toutes vos affaires, vos papiers, vos photos souvenirs de famille, vos objets personnels, votre ordinateur qui vous permet de travailler. Vous sortez de chez vous, acheter du pain, vous revenez jamais. Toutes vos affaires restent là où elles sont. Tout votre argent est bloqué. Bon, je pense que j'ai suffisamment insisté. T'as compris la dinguerie. 90%, voire 98% d'entre nous, après ça là, on abandonne, on s'agenouille, on obtempère, on capitule. Cette femme, Nathalie Young, n'a pas abandonné. Elle a continué depuis la Suisse, depuis le salon de sa tante où elle était réfugiée, sans salaire, sans rien. Elle a continué son activisme. Quand cette femme continue de nous informer, de nous éclairer, de nous guider, après qu'on lui ait brisé sa vie comme ça, cette femme mérite notre soutien total et infaillible jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Donc Nathalie a continué à utiliser son seul instrument de lutte, sa voix, sa
parole, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur sa chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je te mets en lien sous cette vidéo tous ces réseaux. Je t'invite, j'ai très envie de t'ordonner, mais je vais rester calme pour l'instant. Je t'invite à t'abonner à tous ces réseaux. C'est-à-dire que dès que tu es sur un réseau, il faut absolument que dans tes abonnements, il y ait Nathalie Yang. Il est très important que tu ne manques aucun des messages de cette femme. Pour en revenir à sa déportation, ils ne se sont pas arrêtés là. Donc, ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient à leur disposition, notamment la propagande. Encore une fois, on est sur une arme de communication qui est utilisée depuis très longtemps à notre encontre par le colonialisme. À chaque fois, ils diffament nos activistes. Si ce sont des chefs d'État, ils vont dire que ce sont des dictateurs sanguinaires. Hashtag Kadhafi. Ils ont mené une propagande contre lui pour le faire passer pour un terreau, pour un tyran, de sorte que sa propre population y croit et que sa propre population participe au premier rang à sa déchéance. Donc là, on voit que effectivement, les hauts dirigeants disposent très facilement de la communication, donc de la presse. Et donc, les journaux et autres passent ce qu'ils veulent. Là, ça a été pour disqualifier complètement Nathalie Yang, pour la faire passer pour une folle, pour n'importe quoi. Et moi, regardez les journaux, vous allez voir qu'il y a toutes sortes comment dirais-je, de journaux à leur service pour dénigrer une personne, pour la discréditer. Et donc, moi, j'étais le complotiste par excellence, j'étais le fou, etc. Mais n'empêche que tout ce que j'ai dit depuis 2005, et même avant, donc je le pensais, mais je l'avais pas écrit, mais à partir de 2005, tout ce qui est dans ce livre et tout ce que j'ai dénoncé est arrivé et ça continue d'arriver. Et j'ai toujours dit que dans le nouvel ordre mondial, il y avait un plan en 4 étapes. Les 2 premières, économie et post-pandémie. La seconde étape dans laquelle on est déjà, crise économique et guerre mondiale, avec guerre civile. Ça, c'est l'opération qui est en cours et tout ça s'additionne les uns sur les autres. Et Micron continue d'essayer de vendre du vaccin, continue d'essayer de vacciner le maximum de gens parce que c'est la mort qu'on leur donne à travers ces piqûres, parce que ça va provoquer non seulement des dégâts neurologiques qui vont amener une multitude de gens à avoir toutes sortes de maladies en détruisant leur système immunitaire, mais en même temps, il y a les morts rapides et les morts lentes. Et les morts lentes, c'est celles qui se déclenchent plusieurs années après le vaccin. Et en ce moment, vous avez les hôpitaux qui sont pleins d'enfants qui ont été vaccinés il y a 5 ans pour les protéger, soi-disant, contre le Covid. Aujourd'hui, ils sont dans les hôpitaux avec les maladies les plus graves. Regardez dans les hôpitaux le nombre d'autistes et comprenez que les vaccins ont toujours provoqué l'autisme. Et là, ça commence un tout petit peu à émerger aux États-Unis. Est-ce que ça freine un tout petit peu Macron? En rien. Vous avez des organismes d'État qui, soi-disant, obligent pratiquement les femmes qui ont un enfant de le faire suivre, de le faire vacciner, etc. Ces mêmes organismes d'État, donc des médecins, rentrent ensuite dans les écoles vérifier les vaccinations. Et par les écoles, ils savent exactement pouvoir contrôler tout. C'est pour ça qu'il y a en ce moment même plein de gens qui fuient la France avant la prochaine session de septembre, parce qu'ils veulent protéger leurs enfants. Et les États-Unis sont en train de révéler à travers les procès avec Fauci, etc., la mort assurée qui attend tous ceux qui acceptent de se faire vacciner. Et donc tous ces parents qui amènent leurs enfants à l'abattoir, littéralement. Comme en France en ce moment, les programmes de destruction totale de l'agriculture française continuent. Et vous avez tous les jours les gendarmes qui débarquent quelque part pour vacciner de force les animaux, pour être sûr que le poison injecté aux animaux finira dans la viande que les gens consomment. On est en plein dedans. Et la France, plus que tout autre, parce que les États-Unis ont malheureusement pour eux quelques personnages intègres dans le gouvernement de Trump,
et qui sont en train de faire bouger les choses. Regardez ce qui s'est passé avec le fameux Fossi, qui passe en ce moment et qui est obligé d'avouer à chaque fois qu'il est bien le criminel décrit par ceux qui le détractent. Eh bien, vous avez la même chose en France et malgré tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis, le programme continue, le programme mondial. Pourquoi? Parce que Rothschild a pris la France. Ça lui appartient. Cherchez réellement qui est Macron et qui est Brigitte Macron, qui sont les Macron, et vous allez découvrir que ça, c'est vraiment l'opération du nouvel ordre mondial des banquiers, et c'est Rothschild qui est là, et qui a pris possession de la France et qui lâche pas le morceau. Et donc la France, pour lui, ce sera bien quand on produira plus rien et qu'on commandera tout aux Américains. Parce que leur lieu de base pour toutes leurs opérations, c'est l'Amérique. Avec le recul, non seulement on a toutes les preuves que toutes leurs diffamations étaient fausses, mais en plus on se rend compte que la situation est catastrophique depuis la chute de Kadhafi, à cause de la chute de Kadhafi. Il y a une réaction en chaîne qui a déclenché le chaos jusqu'à maintenant au Sahel. Les terreaux là, c'est depuis lors qu'ils ont assassiné Kadhafi. Je t'invite d'ailleurs à enchaîner après cette vidéo avec mon documentaire sur Kadhafi qui est accessible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Carrément, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que tu as plus de 170 vidéos à rattraper. Chacune d'entre elles vaut que tu les regardes. Mais en plus, il y a le feu là, le feu ardent qui arrive encore dans d'autres vidéos. En tout cas, leur propagande, à chaque fois, la méthode est la suivante. Diffamation de façon massive. Tous les médias reprennent la même information fausse jusqu'à ce que tout le monde en soit convaincu. Une fois que tout le monde croit au mensonge, on a le prétexte idéal pour attaquer en frontal la personne. On ne compte plus le nombre de chefs d'État qu'ils ont fait tomber grâce à cette technique. Alors les activistes, c'est par milliers. Donc, ils ont tenté sur Nathalie Yamb, mais ça n'a pas pris parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux. Donc, il existe trop de sources alternatives pour que leur propagande joue dans suffisamment d'esprit. Néanmoins, c'est sur cette propagande comme quoi Nathalie Yamb serait un agent russe ou une alliée des Russes ou une collaboratrice des Russes ou tout simplement une fanatique. Voilà, elle aime la Russie, elle a appris à parler le russe, elle a des posters chez elle. C'est de l'ironie, hein, parce que la team premier degré, on vous connaît. Nathalie Yamb ne sait pas parler le russe. Elle n'a pas et n'a jamais eu de poster chez elle de quelconque personnage russe. Bref, toujours est-il qu'il s'appuie sur ce narratif qui crée un lien fictif entre Nathalie et la Russie pour justifier toutes les attaques contre elle. Donc, avant de passer au point suivant, je vais déjà clarifier celui-ci. Tu vois mes deux mains là? Il y a trop de doigts pour pouvoir compter le nombre de fois où Nathalie Yamb est allée en Russie dans sa vie. Et ces séjours ont toujours été très courts. Elle n'est restée que pour des événements bien précis. Elle n'est pas allée faire du shopping, faire du ski, fêter son anniversaire aux côtés de Poutine en soufflant les bougies ensemble. Et par contre, vous vous connaissez avec l'IA là. Ne commencez pas à nous sortir des vidéos de Nathalie et Poutine qui soufflent sur un gâteau de bougie. Vous vous connaissez. Déjà que vous l'avez mis dans tous les sens avec notre gars sûr Ibrahim Traoré dans des TikTok incroyables grâce à l'IA. Par pitié, pas d'IA avec Nathalie et Poutine, s'il vous plaît. Il faut pas gâter ces affaires encore plus là. Donc je reprends. Nathalie Yamb a été invitée juste quelques fois sur toute une vie dans des événements en rapport direct avec l'Afrique. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun rapport avec l'Afrique, elle n'est pas là-bas. Il fait froid, elle ne parle pas le russe, c'est pas ses amis en fait. Elle n'a pas été la seule personne invitée à ces événements. Par exemple, en 2019, il s'agissait d'un sommet qui impliquait des centaines d'invités et des milliers de personnes qui ont assisté à ces événements, venus de partout dans le monde. Nathalie n'était qu'une parmi tant d'autres. Et elle a répondu à ces invitations au même titre qu'elle a répondu à des invitations dans plein d'autres pays du monde. Donc, elle n'est pas plus pro-russe qu'elle est pro-Canada ou pro-martien. C'est simplement Micron qui a fait une fixette sur elle parce que Nathalie est une vraie femme d'origine depuis la naissance, parce que Nathalie est plus jeune que Jean-Michel
Et vous savez comment sont les pervers narcissiques. Ceux qui ne peuvent pas avoir, ils le détruisent. Donc il s'est dit, puisqu'elle ne peut pas être mon épouse et qu'elle préfère aller en Russie, eh bien je vais la détruire. Mais en tout cas, Nathalie n'a rien fait qui justifie de telles mesures contre elle. Et ce n'est certainement pas un agent russe. Pour commencer, elle n'a jamais reçu d'argent de la Russie à aucun moment de sa vie. D'ailleurs, eux-mêmes n'ont jamais trouvé aucune preuve d'une quelconque transaction qui serait parvenue à Nathalie Yamb. Alors que ces gens-là ont les meilleurs services de renseignement de la planète. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non. Non, je n'ai pas de preuve de lien direct. Ben, c'est tout simplement qu'il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé. S'ils avaient la moindre preuve que Nathalie avait eu des réunions ou des conversations qui prouvent que c'est un agent russe, qu'elle travaille avec les Russes, ça fait longtemps qu'ils auraient sorti ça. S'ils avaient la moindre preuve d'un compte en banque de Nathalie Yamb qui existe, qui a reçu de l'argent des Russes, ils auraient sorti ça depuis longtemps. Et ils connaissent tous ces comptes en banque puisqu'ils les ont tous bloqués. Et je connais pas d'agents russes qui travaillent gratuitement. Donc pour finir sur cette propagande diffamatoire, Nathalie Yamb n'a jamais reçu d'argent de la Russie, n'a jamais eu d'entretien avec Poutine directement ou avec des proches directs de Poutine. Nathalie Yamb n'a jamais eu de contrat professionnel en Russie, n'a jamais ouvert d'entreprise en Russie, n'a jamais été embauchée en Russie. Et dans les faits, Nathalie Yamb a juste répondu à quelques invitations ponctuels. Ces séjours ont été très courts et très concentrés, ce qui nous amène d'ailleurs à la situation. Pour ne pas être humilié une deuxième fois, Micron a poussé le vice à dépasser l'annonce officielle. Parce que l'annonce officielle ne concerne que l'Europe. Micron a décidé de jouer hors jeu. Donc il a bloqué les comptes de Nathalie. En Suisse, qui ne fait pas partie de l'Europe, il a bloqué ses comptes en Afrique, les gars. Donc, on reprend où on en était. Nathalie descend de l'avion. Elle découvre la nouvelle sur son portable. Elle se dit, oh, je vais pas là-bas, c'est pas mon problème. Elle continue sa route. Quand arrive l'heure de payer son hôtel, paiement refusé. Toutes ses cartes de crédit bloquées. Et là, avalanche d'emails toutes les heures. Compte PayPal bloqué. Ce n'est pas européen. Même sa crypto-monnaie bloquée, les gars. La crypto-monnaie était dans des systèmes qui ne sont en rien liés à l'Europe ou même à des systèmes bancaires bloqués. Elle n'a plus accès à cet argent-là. Maintenant, imagine-toi dans la situation, tu descends de l'avion, tu es dans un pays étranger, aucun de tes moyens de paiement ne fonctionne. Tu ne peux pas aller à l'hôtel, tu ne peux pas manger. Je t'avais dit de préparer ton popcorn. On ne voit ça que dans les films. Eh ben non. Bienvenue dans la réalité de Nathalie Yamb. Et les emails continuent d'arriver. Western Union clôture son compte. Donc, elle ne peut même pas recevoir d'espèces, les gars. Ah! Hey, Micro était fâché, là. Ah ouais. Western Union a dégagé son compte. MoneyGram, en fait, toute la clique des plateformes de transfert d'argent, toute cette clique-là a clôturé ses comptes. Donc, elle ne peut pas recevoir d'espèces en urgence de la part de sa famille. Et elle vient d'arriver dans un pays étranger. Elle est censée payer son hôtel. Mais attends, avant même d'arriver à l'hôtel, elle doit prendre un VTC, c'est-à-dire les Uber, Bolt, tous ces trucs-là, là. Compte bloqué. Donc, elle ne peut même plus se déplacer. Et les emails continuent d'arriver. Airbnb, Booking.com, Amazon, Deezer, Spotify. Juste écouter la musique, hein. Clôturé. Netflix, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Le jour où la saison 3 de Squid Game sort, elle n'a plus accès à Netflix. Et si c'est moi là, je quitte l'activisme. Remettez Netflix, s'il vous plaît, j'arrête. Les ancêtres savent à qui ils envoient ce genre d'épreuves, hein, parce que moi, juste pour Netflix, je lâche tout le combat. Plus. Alors là, vous voyez que ce qui est extraordinaire, et beaucoup de gens veulent pas se rendre compte, comment un président d'un pays, parce que Micron est considéré comme un président, même si on sait qu'il est complètement illégal, c'est rien d'autre, c'est-à-dire un mec qui est responsable d'un pays, d'un peuple, qui peut se permettre en quelques instants, par un coup de téléphone, de faire bloquer tous les comptes en banque, de lui fermer tous ses comptes sociaux,
de lui fermer toutes les communications et même de bloquer PayPal, etc. C'est-à-dire un tas d'organismes qui n'ont rien à voir avec la France, qui dépendent exclusivement. Alors, ça veut dire que depuis la France, on est capable de faire bouger et d'interdire et de bloquer les comptes de quelqu'un à l'autre bout du monde sans avoir à justifier quoi que ce soit et au plus haut niveau, c'est-à-dire en l'occurrence Elon Musk pour Twitter, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, pour Facebook, etc. Et puis les patrons de PayPal, les patrons de MoneyGram, les patrons de tous les réseaux économiques. Mais qui a un tel pouvoir? Ça veut dire que bien au-dessus de Macron, il y a son chaperon. Et son chaperon, lui, il possède la France. Et il la possède au milieu de toutes ces autres richesses, dont les États-Unis, dont les patrons de toutes ces grandes boîtes, qui peut bloquer Amazon, qui peut bloquer Booking, qui peut bloquer absolument tout, très facilement. Un coup de fil, et le grand patron du monde a parlé. Et tout le monde se met à genoux devant et exécute ce qu'on lui demande. Et en un rien de temps, il ruine totalement une personne. Alors Nathalie Yamb, c'est un niveau autre que le mien, parce qu'elle met en danger toute la zone africaine pour eux. Et moi, je mets en danger la légitimité de Macron avec ce CNT que j'ai déclaré, qui est enregistré à l'ONU, et donc qui fait que le Rothschild, que ce soit Macron père ou fils, j'allais dire, mais je ne sais pas qui c'est, la Brigitte, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui pourrait être expulsé de France et d'abord arrêté immédiatement. Il suffirait seulement que les forces de l'ordre soient intègres et qu'on trouve des gens intègres parmi les forces de l'ordre, et immédiatement, une opération est montée et tous les pédocriminels sont arrêtés. Donc tout le gouvernement français, toute l'Assemblée nationale, tout le système actuel serait arrêté et anéanti du jour au lendemain. Et la France sauvée. Sérieusement, parce que à ce stade, c'est tellement grave qu'il faut saupoudrer d'un peu d'humour pour tenir le choc et continuer. Donc, je vais pas énumérer tout ce qu'on lui a bloqué, ça prendrait tout le reste de la vidéo. Mais pour que tu aies une idée, va dans la liste des applications de ton téléphone. 90% de ces applications, tes comptes soient bloqués, tu n'y aies plus accès. Et ça t'arrive au moment où tu atterris dans un pays étranger où tu ne connais personne. Donc, Nathalie a été plongée dans une situation extrêmement critique du jour au lendemain, sans être prévenue et surtout, les gars, sans raison. En fait, c'est ça, la dinguerie, c'est qu'ils ont avancé aucune raison. Parce que un mensonge disant « elle pactise avec les Russes, elle a déjà été en Russie », ce n'est pas suffisant pour déployer autant de moyens. Et donc, moi, je suis effaré, non pas par l'aventure de Nathalie que je connaissais, mais par cette force terrible qu'il possède de pouvoir manipuler totalement la justice. Et ça, c'est le plus effrayant pour moi qui suis français d'origine, même si j'arrive d'Espagne, même si je vis en Espagne. Ils ont réussi à me bloquer totalement en Espagne. Ils ont réussi à bloquer mes activités professionnelles. Ils ont réussi à bloquer toute ma vie sociale, à me ruiner totalement. Et en fait, ils ont absolument tous les pouvoirs. Et tous les pouvoirs d'un pays sur l'autre. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontière, il n'y a rien pour eux. Ils peuvent tout se permettre. Et le narratif qu'ils ont créé à mon sujet, pour me discréditer et pour mettre en place et en avant des rigolos en pagaille qui reprennent mes idées, mais qui servent à rien, ça ne sert qu'à diviser le peuple français. Ils se servent même de moi comme d'une division. Parce que tous ces gens qui vont se présenter aux élections, qui sont tous dans le même schéma, tous défendent la République, leur système. Alors que moi, je le dénonce depuis toujours. Le système de la République a été mis en place par un type qui s'appelle Machiavel, qui a mis cette structure en place pour profiter aux Borgia. Et la République a permis de mettre en place une structure mentale qui a débordé très rapidement sur l'Angleterre, ce qui est normal puisque les liens entre l'Angleterre et l'Italie sont extrêmement puissants,
c'était les familles nobles. Et donc, c'est une affaire de gens super riches au départ et qui ont pris un pouvoir absolu et qui a instauré leur république partout avec le fameux Cromwell en Angleterre et qui a suivi rapidement dès la France qui se mettait avec les droits de l'homme avec les États-Unis en 1787 pour les États-Unis, 89 pour la France, c'est le même schéma des droits de l'homme qu'il fallait anéantir. Et pour ça, c'est la République qui était là pour ça. Et qu'il a anéanti les droits de l'homme aux États-Unis immédiatement et les a empêchés de se développer en France grâce aux Jacobins. Et les Jacobins, c'est la franc-maçonnerie. Et donc, c'est un schéma mondial géré par quelques familles toutes puissantes et qui sont en train de gagner à tous les niveaux, puisque aujourd'hui on est à la veille des élections prochaines qui ne peuvent strictement rien changer. Imaginons même que ceux que eux ont choisis pour les mettre en place, et imaginez que ce soit un nouveau qui débarque, ben vous êtes sûr qu'il est déjà neutralisé, que forcément il pourra rien changer et que ce sera toujours la République. Et donc que le système lui-même ne pourra rien changer. Et le seul qui risque de présenter un vrai danger pour eux, c'est moi. Et cette vidéo va peut-être être censurée. Je la mets aussi sur CrowBunker assez rapidement. Et il y aura d'autres de mes vidéos qui vont disparaître bientôt. Donc, essayez de regarder surtout sur CrowdBunker où il y a des chances de pouvoir les maintenir plus longtemps, parce que j'ai lancé un programme qui peut permettre de sortir de tout cela, qui peut permettre de sauver la table de Gaïa, de sauver tous nos agriculteurs, car tous vont y passer, tous vont y passer. Et vous ne pourrez plus manger de viande saine en France. C'est extraordinaire que la France en soit réduite à ça. Et on est tombé si bas que c'est exactement ce qui va se passer sous peu de temps. C'est en cours d'installation et ils ralentissent pas. Observez les mouvements aujourd'hui, tous les cultivateurs, tous les agriculteurs, tous les éleveurs qui se manifesteraient le même jour en même temps, vous auriez une liste invraisemblable. Il y en a en ce moment en Haute-Savoie, il y en a dans l'Ariège, il y en a dans le nord de la France, il y en a en Bretagne. Toute leur opération est en cours d'avancée pour que vous n'ayez plus que de la viande malade à consommer. Et vous n'avez pas mieux avec les fruits et les légumes, c'est la même chose. Après les animaux, ils vont s'en prendre aux plantes. Donc le schéma de destruction totale et le schéma de génocide mondial est en cours. Si vous en prenez conscience, et je crois que des gens comme Marion Sigaud font aujourd'hui un travail d'information, dirais-je, je vais fermer l'autre. Et Marion Sigaud fait aujourd'hui un gros travail d'information pour que les gens comprennent qu'on est vraiment dans ce schéma de génocide mondial. Maintenant, pensez, vous êtes assez riche, assez puissant, vous disposez de tous les bunkers souterrains du monde, vous disposez de toute la richesse du monde, et vous voulez vous débarrasser d'une grosse partie de l'humanité. Premièrement, vous n'allez pas l'annoncer. Deuxièmement, vous allez trouver les outils pour le faire. Et les outils pour le faire, ils sont en cours. Quand vous voyez qu'en France, on a mis en place des structures de contrôle médical de chaque enfant qui naît. Chaque enfant qui naît, il est suivi depuis le premier jour de sa naissance pour lui faire absorber des quantités de vaccins invraisemblables, qu'on appelle des vaccins, alors que ce sont des poisons. Et ces poisons aboutissent naturellement à des records d'enfants malades. Et la France est en train d'être un record mondial d'enfants malades. Donc, il n'y aura pas de prochaine génération. Vous êtes en train de la laisser tuer. Voilà ce que je voudrais que beaucoup de gens écoutent. Écoutez Marion Sigaud. Elle explique très bien ce génocide mondial, mais vous avez des centaines de gens maintenant qui prennent conscience. Moi, que je l'ai dit trop tôt, en prévenant dès 2007 ou 2008, et en donnant et en dévoilant dès cet instant mon intention de redonner tout le pouvoir au peuple et comment le faire vraiment et que ce soit vrai, j'ai été beaucoup trop tôt et donc je les ai alertés trop tôt, ils m'ont réduit comme à tous les niveaux. Et c'est pour ça que je réclame aujourd'hui une indemnité de la justice de 45 millions d'euros.
Et je répète ce chiffre, qui se demande chaque jour de 10 000 euros de plus, car c'est ce qu'ils méritent. Et je veux que cet argent soit pris sur tout ce que Macron a déjà volé à la France. Et regardez un peu tout ce qui a été vendu de la France en toute illégalité, c'est les 45 millions que je demande, c'est une goutte d'eau, c'est rien, totalement rien. Mais ça fait partie d'un dédommagement que j'estime aujourd'hui légitime. Donc voilà, je vais continuer à répondre aux différentes questions. Il y en avait d'autres que j'avais prévues, mais là on en est déjà à 1 heure de vidéo, donc je vais arrêter là. Et je vous dis à vendredi prochain où je vais continuer d'essayer de répondre à toutes les questions. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui parlent de la guerre contre les peuples de Luciol, merci de le rappeler. C'est le titre du livre qu'a écrit Claire Sévrac. Elle m'a téléphoné avant et c'est en tout honneur que je recommande son livre parce qu'elle a approfondi des chapitres de mon livre avec beaucoup de travail de recherche, etc. Et elle a parfaitement démontré les réalités. Alors, Fleur nous dit, ma fille avait 13 ans en 2006. Elle parle la fin des humains. Eh bien, c'est vrai, on est en plein dedans. On est en plein dedans et on peut encore l'arrêter. J'ai passé 2h20 que je vous ai offert, que vous pouvez visionner aussi bien sur CrowdBunker que sur YouTube. Et donc, vous avez la recette, vous savez comment éviter. Bonsoir, à vendredi prochain.